de Porto, Martin, comme les glaces de Porto. Merci. Bon, non, c'était hostie. Merci à Bernard de m'avoir non seulement invité à vous parler, mais un peu pressé pour la date, ce qui a une conséquence dont je vous préviens tout de suite, c'est que mon propos n'est pas au point. Il le sera dans 2 ans. Quelque chose comme ça, si tout se passe bien. J'ai peur que ton éditeur ne te laisse pas autant de temps. À chaque jour suffit sa peine. Donc vous autoriserez un propos un peu débraillé, et ça a pour vous une conséquence qui est peut-être heureuse, c'est que du coup, si ça vous paraît vraiment pas clair, vous pouvez vous autoriser à intervenir. L'ordre de mes thèmes le permet facilement à ce stade. Bon. Ce qui ne vous a pas dit, mais je m'empresse de vous dire, c'est que l'occasion de ce propos, les péages, c'est pas que je m'intéresse aux péages, j'y comprends rien, c'est une trouvaille faite par notre excellent confrère, le professeur Pierre-Yves Lafont, de l'université de Rennes, si je ne dis pas de bêtises, C'est ça. et le fouilleur du Mézin, celui qui s'est rendu compte que les légendes de Beaumazer étaient vraies pour une fois, et que le Mézin était bien au sommet, près du château du Mézin, sur un pic à 1400 mètres, dans des conditions improbables. Il l'a prouvé avec sa pioche. Et je dois dire ça, brosse à dents, parce que c'était une fouille savante. Et il a également trouvé dans des textes, de ces textes du Vivarais qui disent beaucoup sur la Haute-Loire, notamment ce qu'on ne sait pas ici, 2 documents qui établissent qu'au milieu du XIIe siècle est apparue cette famille de Montlore, dont on savait qu'elle existait, dont on ne voyait pas d'où elle sortait, et elle sortait tout simplement des vicomtes de Polignac. Un cadet de Polignac était le premier seigneur de Montlore qu'on connaisse. Vous le découvrez? C'est pour ça que je suis là. Donc, il fallait qu'aussitôt le Velay réagisse et dise que oui, c'était bon ou que non, c'était pas bon de notre point de vue, et aussi ce que ça modifie sur notre compréhension de ces siècles du XIIe, XIIIe siècle, qui sont quand même encore un petit peu des siècles obscurs. Hein, on n'a quand même pas beaucoup de documentation. Et pour vous faire trembler, en fait, la trouvaille et la publication de Pierre-Yves Lafont datent de 1998. Ce qui est quand même 25 ans. C'est qu'on ne peut pas dire qu'on s'est dépêché de réagir. Donc j'ai le sentiment de réparer un tout petit peu une faiblesse de notre milieu local vis-à-vis de cet impressionnant trouveur. Donc il a démontré par texte écrit, ce qui est quand même pas fréquent, que les vicomtes de Polignac, au milieu du XIIe siècle, on ne sait pas exactement quand, s'étaient séparés entre 2 familles différentes, dont l'une s'appelait et s'appelle toujours Polignac, et la seconde s'est appelée longtemps Montlore. Les Montlore, on les repère très bien, on connaît leur possession au milieu du XIIIe siècle, et après, ils ont en gros tout le sud du Velay, et rien dans le nord. Mais beaucoup de choses au sud, du sud, en Vivarais, presque plus qu'en Velay. C'est donc un peu un cas. Mais si ce sont une branche cadette des Polignac, ben on devine aussitôt qu'ils ont reçu une partie du patrimoine des Polignac, ce qui nous autorise à des interrogations sur ce qu'était le patrimoine des Polignac avant cette séparation. Et justement, c'est là qu'on trouve des éléments qui nous permettent en fait de conforter la trouvaille de Pierre-Yves Lafont. Je vous donne un exemple précis. Au milieu du XIe siècle, le siècle avant, un vicomte de Polignac, sa femme et le petit prince, donnent à l'abbaye de Sainte-Foy en Rouergue, Sainte-Foy de Conques, pourquoi si loin, c'est un autre problème, l'église de Bins. Bins, à 10 km du Puy, dans les campagnes de Velay, un peu au sud du Puy, on va dire, et beaucoup à l'ouest. Et ensuite, les Polignac n'ont plus rien à Bins. En revanche, les Montlore y sont. Donc là, l'hypothèse Lafont semble confortée. Ça fonctionne dans le cas de Bins. C'est en gros la preuve par 9. Il doit avoir raison. Il y a un autre cas
en face de l'abbaye du monastier, Saint-Chaffré, Châteauneuf est un grand château dont les propriétaires sont très bien connus à la fin du Moyen-Âge. En gros, au XIIIe siècle, c'est les Montlore. L'histoire du monastier est quand même assez bien connue grâce aux cartulaires aux époques anciennes, au Xe, avant, au XIe, au XIIe siècle. On n'y voit pas du tout à cette époque-là le nom de Montlore. Ils n'y sont pas. Au XIIIe siècle, ils ont le château d'en face. Qu'est-ce que ça veut dire un château aussi près d'une abbaye? Eh bien, on se doute que c'est ce qu'on appelle, ou qu'on pourrait appeler, un château gardien, un château d'avoué. C'est-à-dire le château d'une puissance laïque seigneuriale qui est en affaire constante avec l'abbaye pour la protection de l'abbaye, ça c'est la version soft, pour l'exploitation de l'abbaye, pour tyranniser les moines et se servir sur leurs biens, ça c'est l'exploitation dramatique. Le cartulaire est rempli de commentaires critiques sur les laïcs qui prétendent protéger l'abbaye et qui en fait la mettent en coupe réglée. Et bon, les moines dans leur cartulaire n'ont pas tendance à donner les noms des gens, mais en gros, ils disent qu'il y a notamment un seigneur très cruel. Je m'adresse à Arsène tout à fait par hasard. Qui a fait des horreurs dans l'abbaye et qu'on a un jour réussi à vider. Donc, on a expulsé de l'abbaye. Déguerpissement du vicomte. Voilà, alors du vicomte, voilà, on dit, là on nomme les gens, la puissance qui protège, entre guillemets, l'abbaye et qui en fait se rend haïssable aux moines, c'est les vicomtes de Polignac, ce qui est logique en Velay, c'est la grande abbaye de Velay, c'est normal que les vicomtes qui sont la grande puissance féodale en Velay aient affaire avec l'abbaye. Et les Montlore, on n'en parle pas. Mais au siècle d'après, c'est les Montlore qui possèdent Châteauneuf. Or, entre-temps, il s'est passé un événement considérable que je vous signale, car j'ai peur que ça soit passé inaperçu de certains d'entre vous, j'espère me tromper. C'est la publication des cartes des mandements de Velay par Didier Catarina. Je répète, la publication par Didier Catarina de la carte des mandements de Velay. C'est-à-dire, sur une carte, les zones occupées par les différents pouvoirs féodaux. Les zones des Polignac, différentes zones, les zones des évêques, les zones du chapitre, des différents dignitaires du chapitre. Chaque fois, c'est un village, plusieurs villages, et il en a fait la cartographie. Donc on voit ceux qui paraissent avoir été démembrés d'autre chose, ceux qui occupent densément une zone, ceux qui éparpillent. C'est une mine de renseignements très évocateurs sur ce que sont les pouvoirs. Bon, la carte était faite avec des données du XVIIIe siècle, parce que c'est celle-là qu'on avait. Comment peut-on l'utiliser quelques siècles avant? Il y a peut-être des petites précautions à prendre, mais ça n'est pas impossible, parce que le monde seigneurial est plus vivant au XIIe siècle qu'au XVIIIe siècle. Donc ça, c'est passionnant. Et dans le cas qui nous occupe, qu'est-ce que ça nous apprend? Que dans la grande seigneurie abbatiale du Monastier, qui est imposante, qui s'étend sur des vallées entières, il y a au milieu une importante pastille qui fait face au bourg abbatial, même que le château de Châteauneuf fait face au bourg abbatial. Si vous êtes abbé du Monastier et que vous aurez votre fenêtre, vous voyez le château en face. Normalement, ça doit vous empêcher de dormir. Ça a dû les empêcher de dormir pendant des siècles. Bon. Et que le mandement de Châteauneuf-le-Monastier occupe le cœur du mandement abbatial. C'est dedans, inclué, une île. Et donc, évidemment, ça a été détaché des domaines abbatiaux. Comme partout ailleurs, les seigneurs gardiens se sont taillés un roast-beef dans la chair abbatiale. La carte le montre très bien. Autrement dit, là, on a un passage des Polignac, les gens qu'on expulse, mais qu'on expulse de l'abbaye, mais pas du mandement abbatial, parce qu'ils gardent et le château et la dotation de terre qui permet au château de fonctionner, d'être rentable, d'être un bien profitable et non pas un bien à charge. Et tout ça est passé au Montlore, au siècle d'après. Donc là encore, c'est une preuve que Pierre-Yves Lafont, en gros, avait raison, que ces textes ne disent pas n'importe quoi, et qu'on a bel et bien les Montlore successeurs des vicomtes de Polignac, dans cette zone du Monastier aussi. Pour le dire en passant, ensuite, pendant des siècles, l'abbaye et le château voisinent, et il n'y a pas d'histoire. On
n'en parle pas. Autrement dit, les Monts-Laure n'ont pas opprimé les moines. Ou s'ils l'ont fait, ils l'ont fait silencieusement. Et il y a une explication à ça très bien, c'est que les moines qui avaient réussi à expulser les Polignacs ont réussi à tenir à distance les Monts-Laure. Ils ne les ont pas dépossédés, ça ils n'ont pas pu, ils ont certainement eu envie, une envie obsessionnelle pendant des siècles, mais ils n'ont pas pu. Mais il n'y a pas eu de clash assez important pour que l'histoire le retienne. On a en somme, dans les mains des Monts-Laure, le témoignage d'un truc qui était saignant au XIe, XIIe siècle et qui après ne l'est plus. C'est fossilisé, d'une manière ou d'une autre. Il y a plusieurs scénarios. Intéressant. Ça nous éclaircit l'histoire du violet. Dans le cas de Bins, évidemment. Dans le cas du Monastier, évidemment aussi. On n'a plus à gamberger autant pour identifier les pouvoirs laïques dans cette grande seigneurie abbatiale. Il y a quand même beaucoup de... une page qui est écrite depuis la travail de Lafont. Et du coup, ça nous autorise un certain nombre de commentaires que je voudrais placer tout de suite sur ce qu'a pu être cette naissance des Monts-Laure. En gros, les domaines des Polignacs n'ont plus rien, il n'y a plus rien en dessous du puits. Plus rien. Ils n'ont pas un droit quelconque, nulle part, ils n'ont pas de seigneurie et tout, ils n'ont plus que la partie nord. Quant aux Monts-Laure, ils n'ont rien au-dessus du puits, mais rien, jamais. Même au puits, ils ont l'hôtel Monts-Laure, l'hôtel Gratelou, bien connu, bien intéressant, dont on peut parler, dont on parlera dans les années qui viennent. Mais ils l'ont que depuis la fin du XIIIe siècle par un mariage avec les comtes de Forêt, donc ça ne fait pas partie de la dotation initiale. Tout s'est passé comme si on avait fait comme pour le partage de l'hôtel majeur de la cathédrale lorsqu'on a fondé le chapitre à la fin du Xe siècle. On a tracé une ligne par le milieu, tout ce qui était d'un côté est revenu à l'évêque, tout ce qui est allé de l'autre côté était allé au chapitre. Je sens que vous n'êtes pas familier des opérations de partage des hôtels. Qu'est-ce que ça veut dire en concret et en clair? Que tous les soirs, l'hôtel était recouvert de pièces, de monnaie, par le passage des pèlerins. Et que la ligne virtuelle, non pas tracée, à la place il y avait une petite croix sainte, je sais pas, la ligne séparait la masse de monnaie qui revenait à l'évêque et la masse de monnaie qui revenait au chapitre. Et cette dotation est la dotation principale de l'évêque quand il a fondé le chapitre, l'évêque d'Anjou, en 900, je ne sais plus, 89, un truc comme ça. Bon. Autrement dit, cet hôtel couvert de monnaie suffisait à nourrir d'un côté l'évêque, ce qui est pas rien, et de l'autre côté les 40 chanoines, ce qui en termes de nourriture est plus. Donc ces gens-là savaient faire le partage égal par une ligne tranchée, et on n'interfère pas de part et d'autre. Mais ce n'est pas ce qui se passe normalement dans les partages de famille. D'habitude, c'est beaucoup plus compliqué, et sur la carte, ça donne, on a une petite parcelle de ceci, une part de cela, et on ne sépare jamais de manière tranchée. Quand ça se fait, c'est idiot, et ça se passe mal. Ah, je retiens une histoire que j'aurais pu vous raconter. Tant pis. Je vous le raconterai si vous me le demandez à la fin de la séance, parce que sinon... Autrement dit, dans le partage des Polignacs et des Monts-Laure, apparemment, tout s'est passé comme si on avait tracé une ligne virtuelle. Je dis tout s'est passé, ces gens-là n'avaient pas l'esprit des cartes, ils n'en avaient pas. Mais quand même, c'est la raison que ça donne. On avait passé une grande ligne est-ouest, ou ouest-est, comme vous voulez, que tout ce qui était au nord était resté au Polignac, et tout ce qui était au sud est passé au Mont-Laure. Ce qui est très brutal, et finalement très surprenant. On y reviendra probablement. Bon, mais il y a aussi une remarque que vous êtes faite aussitôt si vous avez l'esprit vif. Moi, je ne l'ai pas, donc il m'a fallu longtemps. Les Polignacs sont restés les vicomtes et les Monts-Laure ne l'ont pas été. Ils n'ont pas partagé le titre ou la fonction vicomtale. Or, on s'y attendrait quand même plus tôt. C'est bizarre, pourquoi ce sont devenus simples seigneurs et qui n'ont plus de droit à la vicomté, qui est quand même quelque chose, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire en pratique, mais c'est quand même quelque chose d'honorifique. Il y a quand même des seigneurs titrés, et des seigneurs qui ne sont pas titrés. Et les Polignacs sont restés titrés, et les Monts-Laure, enfin le cadet de Polignac, le Monts-Laure, eh ben, il a été déchu sur ce point particulier. Pourquoi, comment, c'est pas facile à comprendre, mais on peut se souvenir quand même qu'une ou deux générations avant,
les frères Polignac qui étaient partis à la croisade, ben, ils étaient vicomtes en commun. Et peut-être que l'aîné était plus vicomte que le suivant, mais le suivant n'était pas déchu de la vicomté. Donc ça ne s'était pas passé de cette façon-là. Et on peut peut-être même aller plus loin et dire qu'en somme, dans cette affaire Montlore, les traditions de famille des vicomtes de Polignac n'ont pas été suivies. Et quand je parle de tradition de famille, vous allez peut-être dire que je m'avance un peu, mais en fait, dans les familles vicomtales du centre du Moyen-Âge, il y a des tas de cas de succession. Et normalement, ce qui se passe, c'est ce qu'on a appelé plus tard la frérèche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un aîné qui est clairement avantagé à l'exclusion des autres, et les autres, éventuellement, co-dirigent la vicomté, ou si ce n'est pas le cas, dès que le premier clame, hop, il se proclame vicomte, peut-être par succession, peut-être d'aînesse, et on a un problème avec les filles qui restent éventuellement, dont on fait ce qu'on veut, mais c'est même pas les fils du premier vicomte qui héritent, c'est les oncles. Et ensuite, on se démêle comme on peut parmi les cousins, et ça donne en général du grabuge. C'est ça qui se passe, notamment au Poitou, où il y a des tas de vicomtés, et où c'est bien connu, et ça a été un peu étudié. On dit qu'il y a une tradition vicomtale, poitevine, de succession de frère à frère. Et les exemples qu'on donne pour éclairer ce propos, ça renvoie en général au Maghreb, des sociétés comme ça. Donc c'est un très vieux fond de tradition familiale qui ne pratique pas encore l'exclusion des cadets de manière claire, ou qui la pratique un peu, mais pas de manière systématique. Donc le cas Montlore paraît bizarre de ce point de vue. C'est une drôle de succession, c'est un drôle de partage. Par ailleurs, il y a un problème, c'est celui du nom. Pourquoi quelqu'un qui s'appelle Polignac prend le nom de Montlore? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Or, vous savez vaguement qu'en gros, à cette époque-là, le nom n'est pas très ancien, et pas très stable, pas très installé. Donc c'est pas extraordinaire qu'un cadet qui fonde une famille ne garde pas le nom de son père. Notamment s'il épouse une riche héritière qui a déjà un patrimoine et tout, c'est assez normal qu'il prenne le nom de sa femme. Si on en ose ainsi parler, parce que les femmes à cette époque-là, vous me permettrez, c'est un peu comme les vaches. On les appelle Blanchette ou Brunette. Et le nom de famille, elle ne le porte pas. Je peux encore dire des choses comme ça. Il faut se méfier. Je fais un peu exprès. On va avoir des soucis. Hein. Un peu exprès de brandir la boulette, pas devant le taureau, justement. Mais non, je peux encore dire des choses comme ça, entendu, hein. puisque ça ne réagit pas encore. Bon, le jour où ça réagit, je me baisse pour éviter les pommes pourries. Mais non, je plaisante à peine. Il semble que les noms des hommes soient un peu plus accrochés que les noms des femmes. Mais on reviendra sur le cas des noms des femmes, parce que ce n'est pas parce que leur nom est un tout petit peu moins affermi qu'elles n'ont pas des noms personnels et qu'elles ne les transmettent pas. On va y revenir. Bon. Et dans le cas présent, le cadet de Polignac hérite des Montlore et prend leur nom. Il faudrait qu'il y ait déjà des Montlore. Et en vrai, c'est clair qu'il n'y en a pas. Enfin, c'est clair, rien n'est clair. La documentation est déficiente, on ne sait pas tout ce qu'on veut et tout. On n'en connaît pas, les auteurs n'en citent jamais. Ils font toujours démarrer les Montlore à la fin du XIIe siècle. C'est quand même un peu extraordinaire pour une famille aussi puissante qui a été au XVIe siècle maîtresse de 860 fiefs. Enfin, c'est considérable. Autre problème, ça commence au nord sur une ligne qui est à peu près à la hauteur du puits, semble-t-il, mais au sud ça s'arrête où? Bah, au sud, Gévaudan, c'est l'ouest, ça s'arrête au Gévaudan, oui, on peut faire une limite. Mais au sud, bah, la grande seigneurie, c'est Aubenas. C'est très puissant, il est vrai. Mais en fait, c'est une seigneurie des marges qui occupe le sud du Velay, le nord du Vivarais, et dont le centre potentiel est un château qui s'appelle Montlore, tout va bien, à Coucouron, et qui est exactement au milieu. Et cette seigneurie de montagne et de pays difficiles, elle est au milieu, difficile à tenir, parce que c'est une zone très haute, très ventée, neigeuse, froide, difficile à traverser. Et pour l'anecdote, mais c'est une anecdote qui a un sens, c'est à 2 pas de la fameuse auberge de Peille-Rebeil, où on égorgeait les voyageurs au XIXe siècle. On
peut se dire que 600 ans avant, c'était beaucoup mieux, mais c'est pas sûr. Voilà. Et donc, de la part d'une puissance qui s'installe et qui veut tenir le pays, mettre sa capitale à Mont-Laur sur un rocher, vous êtes allé à Mont-Laur, allez-y. Bon, c'est quand même mieux qu'un doute, quoi. Bon. Et ben c'est peut-être un bon choix. C'est un bon choix pour tenir, c'est un bon choix pour faire respecter l'ordre dans un pays dont on soupçonne que c'est un pays de désordre. C'est un bon choix pour relier le Velay et le Vivarais, ce qui a certainement du sens. Seulement, le problème, c'est que Mont-Laur, c'est un peu un château fantomatique. C'est virtuel. Le rocher, on peut y aller, il ne se passe rien. Il n'y a pas pierre sur pierre, il n'y a pas de souvenir historique, il n'y a pas d'acte qui soit passé à Mont-Laur, que je sache, ça peut m'échapper, mais enfin, si, il y en a eu beaucoup. Donc, on se demande si ça a vraiment fonctionné. Tous les actes qu'on voit dès le XIIe siècle, c'est à Aubenas, hein. Ou alors ils montent à Saint-Privat, ou à Montbonnais, qui sont des lieux importants en Velay, qui tiennent des routes et tout. Alors, non. La question qui vient aussitôt, c'est Mont-Laur, ça ne doit pas être un très ancien centre de peuplement. Je vais en Vivarais, je vois un rocher dans un endroit exposé à tous les vents. Est-ce que j'appelle ça Mont-Laur? Qu'est-ce que ça veut dire Mont-Laur? Est-ce que ça fait allusion au laurier? Non. C'est pas le pays du laurier. Ça n'est donc pas le reflet des productions locales. Voilà, Montgenêt, on aime bien. Bon, mais non, c'est Mont-Laur. Alors, hypothèse, pure hypothèse. Est-ce que ça ne serait pas un de ces cas où on a nommé le château d'après la famille? Ça existe. Hein, on vous trouvera d'autres exemples. C'est significatif. Ça, je sais pas moi. À l'époque, même juste avant, quand le comte de Toulouse fait un château dans un endroit improbable, qui est en face de la ville de Tripoli sur une colline pour tenir la ville, il appelle ça Mont-Pèlerin. Bon, Mont-Pèlerin, ça veut dire quelque chose. Les pèlerins, les croisés sont des pèlerins. C'est un site qui ne porte pas de nom, ou s'il y a un nom, c'est un nom arabe dont on n'a que faire. Donc on lui donne un nom qui a un sens. Mont-Laur, si c'est passé quelque chose, qu'est-ce qu'on a voulu dire? Voilà. Là, j'ai heureusement fini ma première partie. Je vous annonce une deuxième partie qui sera sur les péages, qui est dans la continuité, et une troisième partie qui s'appelle Alcinoïs. Tenez-vous bien. Les péages, c'est peut-être un moyen de vérifier un petit peu le propos de Pierre-Yves Lafont, c'est sûrement un moyen d'apporter quelque chose à l'histoire du Velay, car en gros, le XIIe siècle, c'est celui des péages. Si vous relisez les pages sur le XIIe siècle, la fin du XIe, le début du XIIIe, dans le Docteur Arnaud, première histoire du Velay, ça vous fera probablement la même impression que moi, une impression désolante. Bon, à telle date, l'évêque du Puy est en guerre contre le vicomte, l'évêque du Puy bat le vicomte se soumet, et la question c'est les péages du diocèse du Puy qui ne sont jamais nommés. Le vicomte se soumet, promet qu'il ne le fera plus. Du coup, il est accusé d'avoir détroussé le voyageur, un brigand, d'avoir détroussé, pire encore, les pèlerins. Là, c'est plus seulement un brigand, c'est un pêcheur. Parce que les pèlerins viennent là, pas pour faire des sous, mais pour révérer la Sainte Vierge. Le vicomte s'humilie, il fait pénitence publique, donc il perd la face, il dit qu'il ne le fera plus, il jure, il donne ses chevaliers comme caution, et le lendemain, il recommence. Ce qui montre qu'enfin, c'est pas un homme. Il n'a aucune fermeté. Il y a un problème psychologique du côté du vicomte. En revanche, l'évêque se bat pour le bon combat. Il défend son église, ses ouailles, la chrétienté, le respect. Bon, 10 ans après, si tout va bien, ça recommence dans les mêmes termes exactement. Péché, pèlerin, le vicomte se fait battre, il passe son temps à se faire battre,
C'est comme le grand vizir, enfin bon, je sais pas, ou le fameux, enfin bref. Il fait amende, il se couvre le cendre, il se dénude les pieds, il se met en chemise, tout ça, donc lui qui est bien content, et il promet qu'il ne le fera plus, et le lendemain, il recommence. Et ça se produit 4 fois, 5 fois, 6 fois, c'est plus le même vicomte, mais il y en a un qui l'a fait au moins 2 ou 3 fois, mais son fils refait la même chose, et tout le siècle se passe à ça. Et l'impression qu'on en a, c'est d'une dynastie lamentable, de gens qui sont avides et convoiteux, qui ne respectent pas les choses saintes, qui se font se battre tout le temps, alors ils n'ont pas compris, quoi. Ils ne connaissent pas leurs forces. Ils prennent des engagements qui ne tiendront pas, qui ne veulent pas tenir, donc ils sont fauchetons. En plus, ils font un monde honorable, donc ils sont quand même solidement chrétiens maso. Ce qui est peut-être permis au XIIe siècle, mais ça ne fait pas une dynastie glorieuse, quoi. Non. Et qui plus est, ils ne sont pas tout seuls pour ça, ils mettent dans l'affaire leurs chevaliers et vassaux, qui sont donc complices de la même mauvaise action. C'est tout le milieu féodal du Velay qui se trouve à la fois méchant et lamentable. Et puis ils font ça avec leurs parents, alliés et amis du plus grand brillant, c'est-à-dire les comtes d'Auvergne, et d'autres, mais surtout les comtes d'Auvergne, qui sont tout aussi lamentables et qui passent leur temps à persécuter les églises, notamment celle de Clermont, etc. Et ça retombe sans cesse sur le nez, et ça ne les décourage pas. Ils continuent à mal faire et se faire battre. Ils attirent dans le pays le roi de France, qui du coup arrive pour refaire l'ordre, c'est-à-dire pour les mater, et qui les mate à chaque fois. On les emprisonne, on les emmène en France, on les fait jurer de ce qu'on veut, on les renvoie prêts à bien faire, et ils refont mal aussitôt. Voilà le schéma. Bon, on se doute bien que c'est une version ecclésiastique, et il n'y a pas que ça. Bon, on est forcé d'imaginer qu'il y a quand même du vrai là-dedans. Et notamment, ça nous dit une chose, c'est que le pèlerinage au puits, c'est la poule aux œufs d'or. Ça rapporte. L'hôtel dont je vous parlais, ça fonctionne. On n'a pas évidemment les décomptes du sacristain, du tout, mais c'est évident que l'évêque est plein aux as, que le chapitre a de l'argent. On le voit parce qu'ils en font usage. Par exemple, dans certains de ces épisodes, eh bien, l'évêque rachète tout simplement, ou au vicomte, ou à un de ses vassaux, les monétiers, fabricants de la monnaie au Puy, donc les affaires de monnaie sont liées à ça, pour leurs droits sur la ville du Puy. L'évêque est seigneur, mais ça ne veut pas dire qu'il ait tous les droits. Par exemple, juste avant la première croisade, donc à la fin du XIe siècle, l'évêque rachète pour 25 000 sous, on ne sait pas très bien, mais on se doute que c'est une somme à tomber à la renverse, les droits des vicomtes sur la ville. Donc le seigneur était déjà seigneur, mais il est encore plus seigneur, parce qu'il a écarté un prétendant à certaines parties du domaine seigneurial, moyennant des sommes d'argent, qui sortent d'où? Du travail paysan, c'est possible, mais a priori, quand même, du sanctuaire. Le sanctuaire change la donne, change l'équilibre, et permet à l'Église de triompher monétairement des pouvoirs laïques. 10 000 sous pour les monétiers, pas nul, et ainsi de suite. Et manifestement, jamais l'évêque ne manque d'argent, et le vicomte, semble-t-il, en manque toujours. Bon. Donc, on peut peut-être présenter toute cette question des péages sur les routes de pèlerinage du Puy comme une tentative du vicomte, à mesure qu'il est écarté du sanctuaire et que les droits qu'il avait en Haute-Ville, en Basse-Ville, etc., lui sont rachetés ou qu'il y renonce, pour trouver un moyen de capter l'argent un peu plus loin, mais l'argent des pèlerins spécifiques. Bon. C'est quand même un apport non nul à l'histoire du Velay dans cette époque que de confirmer l'importance du pèlerinage. Je sais que très récemment, une auteure que je nommerai pas, mais qu'on peut nommer, avait dit, mais dans ce sens, le pèlerinage c'est anecdotique, ça ne déplace pas des foules et ça rapporte pas tant que ça, etc. Mais si vraiment ça donne la primauté à l'évêque sur le vicomte, ça semble dire que si. C'est quand même décisif, au moins par période. Ça fait quand même la différence dans l'équilibre des pouvoirs. Donc c'est pas du tout anecdotique, c'est central pour le Puy. Hors de toute polémique sur Saint-Jacques et sur les directions du pèlerinage, qui sont un autre point. Bon, mais quand même. Mais, probablement,
il n'y a pas que la question du pèlerinage. Par exemple, un de ces multiples épisodes, je vous donnerai la liste quand je l'aurai écrite, mais en fait, c'est au moins une fois par génération pendant tout le siècle. Hein. C'est confondant. Mais on n'est pas sûr que ce soit exactement les mêmes délits, même s'ils sont présentés de la même façon par l'évêque qui ne détaille pas. Et il est probable que dans ce siècle, il y a une évolution sur la fréquentation des chemins par le public et donc sur les perspectives de prélèvement par les vicomtes ou par les évêques au sanctuaire ou ailleurs. Bon. Mais à une de ces occasions de mémoire, c'est en 1177, le roi s'en est mêlé, le roi se mêle de ces choses-là. Tiens, je fais un arrêt. Il n'y a pas qu'au puits. C'est le temps des problèmes pour les péages. Pas forcément dans un contexte de rivalité entre l'Église et les seigneurs laïcs. Pas forcément dans un contexte pèlerin. Par exemple, le roi tranche un conflit entre la vicomtesse de Narbonne, très connue pour d'autres raisons, et son vassal, mais pas vassal pour tout, il a quand même une indépendance, le seigneur de Puisserguier, Béranger de Puisserguier. Donc c'est plaidé au roi, tout le monde s'en mêle, le comte de Toulouse, qui est quand même plus ou moins suzerain de la vicomtesse et plus ou moins suzerain du sire de Puisserguier, prend la peine d'écrire au roi pour lui dire que Puisserguier a raison et que c'est à lui qu'il faut donner l'avantage. Le roi est très allié avec la vicomtesse, qui l'a aidé dans de grandes occasions et vice-versa. Mais c'est pas elle qui le favorise, c'est Puisserguier. Donc là, un laïc se voit reconnaître par le roi ses droits à établir un péage sur un autre itinéraire, mais un itinéraire tout à fait important, celui qui va de Narbonne à Toulouse et au-delà, le grand itinéraire, l'école de Norouz, de la Méditerranée à l'Atlantique. C'est à peu près de la même importance. Il y a donc d'autres affaires de péage où le point de vue pèlerin n'est pas central. Il y a une autre affaire. Le comte de Melgueil. Melgueil, c'est Moguio. Moguio, c'est près de Montpellier, c'est sur la côte, là, au pays des moustiques. Et des flamants roses. Alors oui, les textes ne parlent ni de l'un ni de l'autre, je dis ça ou ça, mais bon, qui est un important seigneur dont la puissance ne vient pas de l'importance de ses domaines, Moguio c'est pas immense, mais de l'importance de sa monnaie, dont le retentissement est immense. Bon, à une époque, les comtes de Melgueil se sont éteints, il n'y a plus que des filles, et une fille a épousé Bertrand Pellet, seigneur d'Alès. Et ce Bertrand Pellet se met à dos tout le monde, même les églises, mais pas que, en établissant des péages et en faisant du brigandage sur les chemins. Du brigandage sur les chemins est reconnu. Bon, ça ne lui réussit pas, mais surtout parce qu'il n'a pas d'enfant. Donc ça n'est qu'un épisode. Bon, en attendant, les chemins de Melgueil et d'Alès, sur lesquels ce gars pouvait lever des péages, ben on sait ce que c'est. Mais oui, c'est le très grand itinéraire pèlerin, marchand et politique qui relie la France, là-bas, à Saint-Gilles, ici, Rome, Jérusalem, tout ça. Un itinéraire majeur à tous égards. C'est là-dessus que ce gars lève des péages. Bon, pour le dire en passant, les péages qui traversent le Velay, ben, c'est sur le même itinéraire. Ça s'appelle plus Rigontane, mais quand même. Donc, il y a un lien direct. Autrement dit, on est vers 1177 à une période où les péages, c'est dans l'air. On enlève partout, ça fait quelques problèmes, et la notion est difficile, donc les gens qui l'élèvent sont facilement traités de brigands par le fait qu'ils lèvent de l'argent sur les gens qui passent par le chemin. Mais c'est compris dans un vaste mouvement qui est typique du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, et qui est en rapport avec l'intensification des échanges dans tout l'Occident. Et ces fameux itinéraires montent vers le nord, ils vont vers Paris, d'accord, ils vont vers la Champagne. Qui manie le premier, à ma connaissance, le mot de brigand pour l'appliquer à un seigneur laïque? C'est Bernard de Clairvaux, qui l'applique au comte de Champagne. En disant, oui, vous faites des dons aux églises tout le temps, il était très bien placé pour le savoir. Vous feriez mieux de donner moins aux églises, heureusement personne n'a écouté, et de moins prendre aux pauvres et aux pèlerins sur les routes. Autrement dit, les vicomtes de Polignac ont un modèle, c'est le comte de Champagne. Or, le comte de Champagne est un homme vertueux et considéré.
C'est un pauvre pêcheur parce que tous les chrétiens le sont, mais c'est tout. Il n'a pas fait de grosses bêtises. Il n'a pas eu l'occasion de s'humilier publiquement. Il a à son actif une réussite éclatante, qui est son œuvre, avec papa, grand-papa, et d'autres après et à côté, mais quand même, Henri libéral, c'est le créateur des foires de Champagne, qui sont une extraordinaire réussite économique. Dans ces domaines de Champagne, une succession de foires attire non plus tellement les pèlerins que les marchands, les bons marchands anglais, flamands, italiens, etc., qui s'y rencontrent au centre de l'Europe, en irriguant toute l'Europe et en passant par 36 itinéraires, notamment le nôtre. Autrement dit, on ne comprend rien à l'affaire Polignac si on n'a pas les foires de Champagne en tête. Et les Polignac ont probablement appliqué la recette dans leur pays, malgré les évêques, qui ont traduit ça, en termes ecclésiastiques, comme une opération de prélèvement sur les pèlerins. Ça pouvait bien être ça, à cause du contexte du sanctuaire du Puy, mais c'était aussi une opération de développement économique de leur domaine dans un contexte où ça prenait la forme du péage et du conduit, c'est-à-dire de l'encadrement des voyages moyennant rémunération par des pouvoirs publics faits par les seigneurs laïcs. Pour le dire en passant de manière un petit peu marginale, le conduit sur un itinéraire sécurisé et désigné s'accompagne assez logiquement du fait que cet itinéraire est vraiment préférable aux itinéraires concurrents. Donc il n'est pas tout à fait imaginable qu'on fasse plus ou moins soi-même, plus ou moins directement, plus ou moins, qu'on organise un tout petit peu les difficultés sur les autres itinéraires, ce qui pour le coup peut s'appeler de brigandage. Mais c'est une opération intelligente et non pas un grand débordement. Je ne peux pas m'empêcher, dès que je vois une bourse pleine, je l'attrape. Non, c'est plus malin que ça. Voilà. Donc, il est vraisemblable qu'on a envolé la traduction de ce qui se passe dans les meilleurs endroits de l'Occident, les plus intelligents, les plus avancés, les plus attentifs au mouvement des échanges, qui est fulgurant à cette époque. Ça expliquerait en particulier pourquoi il recommence toujours. Parce qu'entre-temps, le monde a progressé et qu'on ne prélève plus tout à fait de la même manière, donc ils essayent la nouvelle manière. Et l'évêque du Puy renacle. Bon, l'évêque du Puy s'en plaint au roi de France, qui vient sur place à au moins 3 reprises, dans des contextes différents, etc., qui leur donne raison, mais qui tabasse peut-être pas tant que ça le vicomte de Polignac. Parce que le roi de France favorise le comte de Champagne et qu'il est intéressé à ces affaires-là, tout à fait. Un de ces dossiers est présenté par un évêque de Mende. Les évêques de Mende sont dans le coup. Dans quel coup? Dans celui de la mainmise sur les comtés, la mainmise sur leur territoire et sur la mainmise sur les lieux de passage des grands itinéraires. À Mende, le grand itinéraire, nord-sud. Il n'y en a qu'un qui passe dans le diocèse, c'est justement la Régordane, elle passe à la gare de Guérin. À cette époque-là, pour réprimer les brigandages des seigneurs laïcs, c'est là, l'évêque de Mende prend la gare de Guérin et il y réorganise tout. C'est vrai que les seigneurs laïcs, en fait, sont toujours là, c'est eux qui font le boulot, mais ils payent sa part à l'évêque. On appelle ça la pacification du secteur par l'évêque de Mende dans la partie gévaudannaise de l'itinéraire. Bon, donc, cet évêque de Mende, Aldebert le Père, qui a réussi à se faire donner des avantages que les évêques depuis n'ont pas à cette époque-là, et à se les faire donner par le roi, intervient en disant que quand même l'évêque du Puy exagère, parce qu'en somme, il nous dit que les vicomtes de Polignac font un péché en prélevant des droits sur le passage, puisque ça touche les pèlerins, mais qu'il veut bien se mettre d'accord avec eux, avec la seule condition qu'il lui donne sa part. Et qu'il ne lui paraît pas très raisonnable. Pourtant, l'évêque de Mende, c'est l'évêque de Mende. Il est intéressé à l'affaire, c'est un acteur et un conquérant dans ce domaine. Mais il se trouve que la formule de l'évêque du Puy ne passe pas, parce qu'en somme, elle aboutit à faire partager le péché par l'Église, ce qui n'est pas un bon argument. Voilà donc où on est. Vous allez me dire, on s'écarte un peu des bons lords. Ben, on y revient. Donc, les Polignac ont d'affreuses difficultés pour des péages qui ne sont pas nommés, ils se soumettent, et puis à un certain moment, ils n'ont plus de problème. Mais, au début du XIIIe siècle, il y a à nouveau des problèmes qui naissent entre les monts-lords et les évêques. Et une guerre
c'est une guerre à haute intensité si on bombarde les hôpitaux, mais une guerre entre l'évêque et le sire de Montlore. Et l'évêque gagne en gros, le sire de Montlore se soumet et il reconnaît à l'évêque le péage de Charbonnier, ce qui l'empêchera pas de percevoir lui-même, mais il paiera la part. En gros, Charbonnier, vous voyez le site? C'est un relief qui domine les plaines du plateau de Velay, qui domine la route, juste avant la Sauvetat, oui, et qui est un site péagé. Le château de Charbonnier est intéressant parce que c'est là qu'on touche le péage sur la grande route de Paris à Saint-Gilles, qui va jusqu'à Alès et au méfait du comte de Melgueil, et ainsi de suite. Donc on est tout à fait cet itinéraire. Au début du XIIIe siècle, les Polignacs sont devenus propres. Ils ont bien encore une portion du trajet, mais ils n'y lèvent pas, semble-t-il, de péage eux-mêmes important. Et c'est les Montlore qui ont récupéré le problème. Ce qui suggère, ce qui n'avait jamais été dit, mais qu'on maintenant on peut avancer, c'est qu'en fait les problèmes de péage au temps des Polignacs, ça pouvait bien être Charbonnier aussi, ou ce secteur, et que s'ils ne sont plus en posture de tête de Turc, c'est parce qu'ils ne l'ont plus, parce que c'est passé dans le secteur Montlore. Et voilà une nouvelle confirmation de l'hypothèse, tout à fait intéressante, et ça dédouane les Polignacs parce qu'ils sont hors jeu, et que les Montlore sont devenus concernés. Fin provisoire sur ce chapitre, je vous propose de passer à une dame mystérieuse dont on ne sait rien, si ce n'est qu'elle s'appelait Alcinoïs. Pardon? C'est très joli. C'est égyptien. C'est trop joli. Et alors je m'empresse de vous sortir une formule qui m'est arrivée par illumination au cours de la nuit et dont j'espère va se graver dans vos crânes de manière ineffaçable. Figurez-vous que Alcidoïs est un apax. Vous en voulez plus? Oui. Vous vous souvenez ce que c'est qu'un apax et un H avant le X? C'est une forme unique qu'on ne trouve nulle part, qui n'a qu'une acception. Et, je le dis tout de suite, les formes uniques, ça n'existe pas. En général, c'est des erreurs. Où trouve-t-on ce nom-là? Partout. Les généalogies des Polignacs, les preuves d'un nom de Polignac, Baluse, les grands érudits du XVIIe siècle ont tous écrit Alcinoïs. Et ils ont trouvé ça très bien. D'ailleurs, ça fait très carte du tendre, salon des précieuses, ça fait très XVIIe siècle. Est-ce qu'il y a un nom de femme de préférence de l'époque qui puisse avoir donné lieu à cette fausse lecture et être derrière? Oui. Non? Nous attendons la révélation. Donc elle ne vous vient pas. Naturellement. Mais c'est Almodis. En général, dans les textes, ça donne des formes un peu comprimées du style en roman Almuch, Almus, en latin Almodis, Almoïs. C'est pas un nom fréquent. C'est des grandes dames de l'aristocratie méridionale. Ça commence par Adal, mais Adal souvent a donné Al simplement. Enfin, c'est un vieux nom germanique qui s'est un petit peu réduit. Je vous propose de considérer que cette vicomtesse de Polignac est une Almodis ou Almoïs. Tant pis pour le pittoresque et tant pis pour les précieuses. Une Almodis de Montlore, qui épousait un vicomte de Polignac dans les années 1200, à peu près, parce que ce sont des fantômes, les gens de cette époque, on ne connaît pas leur naissance et leur mort, on les voit apparaître, on ne sait jamais si c'est le père ou le fils, enfin, on a beaucoup de peine à donner de la substance. Bon, elle a existé, elle a épousé un Polignac. Mais ça, c'est pas un bon point pour la thèse de Lafont. Parce qu'en gros, une Almodis de Montlore qui épouse un Polignac, alors que Montlore et Polignac sont deux frères un peu avant, on ne sait pas très bien quand, mais un peu avant, ça pue. Ça pue la consanguinité, ça pue le genre de choses que l'Église empêche à l'époque. Et ça fait des drames, et on est forcé, alors là, pour de vraies raisons, de faire pénitence, et ainsi de suite. On accumulerait les cas, même les rois de France sont pas échappés. Donc on est quand même devant un problème. Je ne pense pas que ça invalide la thèse Lafont, mais c'est un problème.
peut-être qu'on va dire que c'est pas une cousine germaine, mais une cousine issue de germaine, et supposer que la séparation est peut-être pas en 1160, mais peut-être plutôt en 1140, ce qui donne une petite génération, puis les filles, on les marie à 13 ans, donc peut-être que tout ça colle si on est un petit peu déterminé à ce que ça colle. Peut-être aussi que l'Église s'est mise en affaire pour permettre la chose, car l'Église qui l'interdit quand elle veut bien. Elle empêche, elle persécute le comte de Toulouse, il ne va pas réussir à se remarier, du coup il n'a pas d'enfant, du coup il n'a qu'une fille. C'est un gros coup politique qu'on connaît bien. Donc là, peut-être qu'en sens inverse, ils ont favorisé un mariage de cousins, parce qu'il fallait vraiment replâtrer que les branches n'entendaient pas assez, que c'était gênant pour l'Église, gênant pour l'itinéraire, gênant pour les pèlerins, gênant pour tout le monde. Donc allez, on marie 2 enfants, et ils ont réussi à faire un enfant, donc il y a encore des poignées. Bon. Je disais rapidement que ces noms de femmes, ça ne se prend pas en relisant le calendrier, c'est en général une affaire, on n'est même pas sûr que ce soit une affaire de parrainage ou de marrainage, on n'a pas de preuves pour cette époque-là. Après, ce sera classique. Donc vous êtes le parrain de votre domestique, il va prendre votre prénom et tout le monde va trouver ça très bien. Bon, au début du XIIIe siècle, on n'a pas d'exemple très simple, et en fait, on ne sait pas du tout qui est parrain de quelqu'un. Donc on suppose que c'est quand même plutôt une affaire de famille qu'une affaire de famille élective, où tout est possible. Donc cet almodis devait descendre de manière proche d'une des grandes almodis de la zone. Les grandes almodis de la zone, alors là on pense tout de suite à 2 femmes qu'on connaît très très bien. La première, c'est Almodis de la Marche, la seconde, c'est Almodis de Toulouse-Melgueil. Almodis de la Marche, une femme épatante, invraisemblable, qui a divorcé de son mari de Toulouse. Il s'est promené sur la plage, elle aussi, elle a sauté dans un bateau et il lui a dit ciao. Bon. Le bateau a été celui du comte de Barcelone, c'est l'histoire qu'on nous raconte. Probablement que c'était pire que ça. L'histoire de Barcelone l'a épousée et tous les rois d'Aragon, etc., descendent de cette femme. De même que tous les comtes de Toulouse, c'est la mère du fameux Raymond de Saint-Gilles, le comte de Toulouse, le grand homme de la dynastie. Bon, Almodis de la Marche est enterrée à la cathédrale de Barcelone. Non, pas enterrée d'ailleurs, elle est dans un sarcophage qui a 3 mètres de hauteur. Les Catalans ont quand même fini par se lasser et elle est morte assassinée, ce que d'ailleurs probablement bien cherché. Bon, enfin bref, un phare de la vitalité, de l'intelligence politique, du fait qu'une femme puisse être un grand fauve politique à la fin du XIe siècle. Et puis, Almodis de Toulouse, c'est sa fille. Elle a eu pas mal d'enfants du côté toulousain, pas mal du côté catalan, tout ça ne s'entendait pas très très bien, mais les comtes de Toulouse ont eu affaire avec les comtes de Melgueil, et le fameux Raymond de Saint-Gilles a donné au comte de Melgueil de son temps sa propre sœur comme femme. Du coup, les comtes de Melgueil sont des cousins très proches des comtes de Toulouse, ce qui intéresse notre affaire, c'est pour ça que je vous le dis. Bon. Et ce ménage a eu un fils qui a poursuivi les comtes de Melgueil, une fille qu'on a calé à un adversaire avec lequel on avait de gros problèmes en Rouergue à cette époque-là, qui était le comte d'Auvergne, Robert d'Auvergne, qui a épousé Judith de Melgueil. Pourquoi Judith? Autre nom qui a un sens. C'est un nom de la Bible, et cette famille descend de très grandes familles de la cour de Charlemagne, où on portait des noms de ce genre. C'est tout un monde dans lequel on entre, on a pour le coup de gens brillants, même si ces comtes de Melgueil sont obscurs. Mais ils ont des noms brillants, donc ils descendent des gens brillants. Oui, il y en a quelques-uns qui s'appellent Bernard. Il y en a beaucoup qui s'appellent Bernard, et c'est les Bernards carolingiens. Oui. Et alors, ces Melgueil, en fait, nous renvoient au monastier. Et oui, avec Bernard Melgueil. Qui fait un testament, oui, dans lequel il donne le monastier, dont important, dans son comté. 1000 sous. Et un prieuré. Et il se fait moine, oui, voilà, pour mourir dans l'abbaye. Et pourquoi est-ce qu'il fait ça au monastier? Parce qu'il avait beaucoup caché ailleurs. Peut-être. Mais il y a une raison de circonstance qui est parfaitement connue des historiens en général et parfaitement passée inaperçue dans le cas qui nous occupe. C'est Ponce de Melgueil. Son père? Non. Il a des démérites, mais ce n'était pas son père. L'abbé de Cluny. Évidemment. Grand abbé de Cluny, fracassant, arrogant peut-être, immodeste peut-être, au point qu'on lui a fait ce qu'on n'a jamais fait à l'abbé de Cluny, on l'a viré.
emprisonné. Et il est mort envoyé à Rome, c'est une grande affaire, et il est mort repentant, enchaîné, remplacé par un autre clan qui sont les Auvergnats d'ailleurs, de Montboissier et compagnie. Pierre Vénérable. Oui, c'est un des grands événements de la grande histoire. La remarque que personne ne s'est faite, c'est qu'en somme, il était cousin germain du comte de Toulouse, frère ou oncle du comte de Melgueil. Lequel fait un testament pour le Chézieux. Et pour ça, chasse. Donc, il y a eu un problème entre ces familles éminentes et Cluny et l'église dominante. Et le monastier a été le choix de substitution. Il leur fallait un grand sanctuaire à eux, et ça a été le monastier du coup. Il y a peut-être une réaction de passion, d'humiliation et de haine. Ça n'a peut-être pas porté chance au monastier sur le long terme. Mais immédiatement, c'était une pluie d'or. Vous allez dire que je m'écarte. Mais non. On parle du monastier dont les Montlaur récupèrent la garde ou ce qu'il en reste. Et il y a peut-être un lien entre tout ça. Bon. Par ailleurs, Melgueil, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce coin-là, à part le fait que Cluny ne marche plus? Sa grande richesse, c'est pas ses terres, c'est sa monnaie. Mais Melgueil, c'est au bord de l'eau, je vous dis, c'est un pays de marais moustiques, c'est pas là qu'il y a des filons d'argent. Non. C'est pas le passage des pèlerins ou la fréquentation des Génois qui remplit ses caisses suffisamment. Il lui faut des mines. Donc, il lui faut des liens avec les seigneurs miniers des Cévennes. Ces liens, on ne les connaît pas, mais ils sont nécessaires. Les Bernard d'Ancuse, les Bernard Pellet, tous les Bernards des Cévennes, comme les Bernards de Melgueil. Peu recommandable, vous l'avez compris. Ils ont une affaire avec les péages, mais ça c'est plutôt en somme une recommandation d'ordre d'intelligence économique, etc. Il y a forcément des liens entre toutes ces familles, qui sont vraiment des familles qui tiennent à Bois-Riordan, etc. Et du coup, le monastier, dont le patrimoine est quand même très largement vivarais dans ces coins-là, et ben c'est peut-être une pièce du jeu d'échecs importante. Et peut-être qu'en allant se faire moine au monastier, le comte de Melgueil, c'est ce qu'il fait. Il y a d'ailleurs à cet égard une affaire qui ne concerne pas tellement l'histoire de Velay, mais beaucoup l'histoire du Vivarais, c'est le problème de l'Argentière. L'Argentière, c'est un problème. C'est un site très étudié, on a beaucoup de documents, on en parle beaucoup, mais tous ces documents commencent en 1180. Avant, on ne sait rien. En 1180, l'évêque de Viviers, on ne peut pas parler de tout, sinon vous penserez que j'en rajoute trop, et a des droits. Et le comte de Toulouse a des droits importants sur l'Argentière. Or, à cette époque-là, le comte de Toulouse, par des bois un peu torves, en épousant une héritière qui mourra jeune et misérable, a récupéré l'Argentière. On a fait un peu de rétroactif. Le rétroactif, c'est pas recommandable. Mais comme on ne sait rien avant 180, et qu'on voit les Melgueil au monastier, la question c'est, est-ce que les intérêts des Melgueil à récupérer des minerais pour leur monnaie ne les a pas menés jusqu'à l'Argentière? Bon, maintenant, les Melgueil sont très très proches des sires de Montpellier, autre place financière importante, plus que proches, parents, beaux-frères, et ainsi de suite. Et les Montpellier ont des fidèles vassaux dans leur ombre qui s'appellent les Montlaur. Il y a un château de Montlaur à Montpellier, qui est ancien, qui remonte au XIe siècle ou au XIIe, pas au XIIIe. Et s'il y a un modèle pour notre Montlaur à nous, eh bien peut-être bien qu'il y a une affaire entre les ponces de Montlaur du Velay et le ponce de Montlaur du début du XIIe siècle près de Montpellier, qui est très proche de Melgueil. Donc là, ça manque un peu de femmes. Donc on ne peut pas dire qui est gendre de qui est petit-fils de qui, etc. Mais on renifle très fort qu'il y a des liens très très proches entre tous ces gens-là, et qu'en gros, le nom de Montlaur vient peut-être à ceux du Velay de ceux de Montpellier. Malgré tout, c'est une famille qui s'éteint. Un des Montlaur s'appelle le sire de Castries. Il prend le nom du château de Castres. Pourquoi lui aussi change de nom, etc. On ne sait pas tout.
je conclus. Il s'est passé, on ne sait pas quand, mais vers 1140, 1150, un événement brutal qui a séparé en deux les vicomtes de Polignac, comme à l'époque étaient séparés en deux les comtes d'Auvergne. J'en ai pas parlé beaucoup, mais il y a moyen. Ce qui les a annihilés, oui, politiquement, pour plusieurs générations. Il y a eu deux branches qui se faisaient la guerre tout le temps, et ainsi de suite. La différence, c'est que le titre comtal a été partagé en Auvergne, en Velay, il ne l'a pas été. Les vicomtes de Polignac ont gardé le titre et les Montlaur l'ont pas. Ça s'est fait en connexion avec les comtes de Melgueil, les Montpellier, les anciens Montlaur qui se sont éteints. Ça s'est fait dans un contexte où les comtes de Toulouse, qui sont très proches de tout ça, mais qui ne sont plus en Velay, ont laissé faire, ou ont aidé. Ça s'est fait à une époque où les comtes de Toulouse ne pouvaient plus intervenir en Velay, parce qu'ils en étaient empêchés par le roi de France. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, le roi de France conteste au comte de Toulouse la possession de Toulouse. Parce que le roi de France est encore duc d'Aquitaine à l'époque, par sa femme, Aliénor d'Aquitaine. Quand ils vont divorcer, ça va changer la donne politiquement. Mais à cette époque-là, il continue à aller assailler Toulouse et il tient une cour au puits, comme roi de France, mais comme duc d'Aquitaine, évidemment. C'est une vieille histoire, là encore, une histoire politique. Bon, mais le roi de France a compétence sur les péages. Finalement, dès qu'il y a un vrai conflit sur les péages, c'est au roi de France qu'on fait appel. Donc c'est logique qu'il intervienne dans une affaire comme celle-là. Bon. C'est une époque où les comtes de Toulouse n'arrivent plus à faire le lien entre les possessions de l'Est, en Provence, dans la vallée du Rhône, en Savoie par mariage et en Dauphiné parce qu'ils épousent des héritières, ça n'a pas marché. Mais pendant 10 ans, ils avaient des vues sur la Savoie et le Dauphiné, mais en Auvergne, ils ne pouvaient plus. Notamment parce qu'à cette époque-là, le comté de Montlaur avait été pris par mariage par un comte de Provence. C'est des cousins des comtes de Toulouse, mais des cousins un peu brouillés. Et que ce comte de Melgueil était en même temps vicomte de Gévaudan. Donc il barrait tout. Donc les communications entre le Velay et le Languedoc et le Toulousain ne marchaient plus sans passer par ce comte. On retombe toujours sur les Melgueil, qui, soit dans un champ, quand soit dans un autre, interfèrent dans la très grande politique de l'époque et dans ses conséquences sur les voies de communication et sur la maîtrise des territoires. C'est à cette époque-là qu'on a imposé aux Polignac quelque chose qui n'était pas dans leur tradition politique, c'est de renoncer à une part très importante de leur patrimoine, à une part très importante des voies de communication dont ils étaient les maîtres, pour les confier à une autre famille, issue d'eux-mêmes, mais clairement distincte. À cette époque-là, on ne sait pas si les familles portent des blasons, on ne les a pas gardés. On a des preuves dans les années 1240, 1250. Pour rapporter ces données à d'autres sujets, à cette époque-là, les Polignac se mettent à porter les armoiries Polignac facées d'argent et de gueule. On ne sait pas d'où ça sort. Peut-être qu'ils portaient ça déjà depuis 100 ans, ça c'est possible, simplement c'est pas documenté. Mais à cette époque-là, ils avaient des ennuis très lourds à cause de la guerre des Albigeois et de la conquête royale de l'Auvergne, et pour se dédouaner, pour se sauver d'un cas désespéré, ils ont fait un mariage utile avec une famille française. Ils ont une famille champenoise, qui sont peut-être à peu près du niveau vicomtal ou un peu en dessous, qui s'appelait les Trenel. Il y a une alliance française de la part des Polignac à ce moment-là. Et ces Trenel, c'est très curieux, on connaît bien leurs armoiries, sauf qu'on ne connaît pas les émaux. C'est facile de ceci et cela. C'est peut-être identique à celle des Polignac. Comme on ne sait pas tout, on ne sait pas si les Trenel ont pris les armoiries des Polignac. On ne sait pas si les Polignac ont pris les armoiries des Trenel. On ne sait pas s'ils se sont retrouvés avec les mêmes armoiries et qu'ils se sont dit salut, marions-nous. Ça a probablement, quel que soit le scénario, on va trancher, on n'a pas de texte. Ça a très probablement sauvé les Polignac. C'est à un instant où il était bon d'être français. De leur côté, les Montlaur ont pris leurs armoiries, on n'en connaît qu'une version, d'or avec un lion d'hermine, c'est presque des armoiries fausses.
Ils n'en ont jamais changé. Rien à voir avec les Polignac. On a vraiment, pour le coup, pas cherché à rapprocher les morceaux. Donc, très probablement, cette séparation des Mollors s'est faite dans un contexte conflictuel. Elle a été imposée par le roi de France et l'église du Puy, à l'époque où il y avait un grand évêque qui s'appelait Humbert d'Albon, qui était un grand bonhomme et qui était très très proche de la royauté et tout ce qu'il fallait. Comme punition pour les Polignac, pour les réduire et pour les empêcher de mal faire, ce qui n'a rien empêché du tout. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à débattre de tout ça ici si vous voulez, parce que rien n'est sûr, rien n'est très explicite, c'est quand même un peu un château d'hypothèses. Mais c'est ce qui me semble le plus collé à ce qu'on sent dans tout ça. Ça ne peut pas avoir été le contraire de ça. Je vous remercie. Et je vous écoute. N'hésitez pas. Je dirais un mot sur les Polignac, parce que leur histoire avec l'Église, il y a l'évêque, mais il y a aussi toutes les institutions ecclésiastiques. 10e et 11e, ils sont au monastier. Après, c'est les Mollors. Au 12e, ils sont à Pébrac. Et ça se passe aussi mal qu'au monastier. Au 13e, ils sont à Grandmont, à Viaille. Et ça se passe mal. Ils sont expulsés. Et au 14e, ils arrivent chez les prêcheurs à Saint-Laurent. Et là, ça va durer. Pas toujours facilement. Je crois qu'à l'époque, au XIIe siècle, que ça se passe mal en rapport laïque et en rapport à l'Église, c'est normal. Oui. Il y a de grands exemples partout. L'empereur, ça se passe mal. Le roi de France, ça se passe pas si bien que ça. Et ainsi de suite. Bon. Mais c'est peut-être pas, un ramassis de la vête pendant 100 ans, qui tous se trompent, se cognent, font excuse et recommencent, qui sont incapables de programmer, incapables de tenir leurs paroles, et même incapables d'obtenir de leurs chevaliers et tout, qui fournissent les cautions et les otages qu'on exige d'eux parce que les otages potentiels se débinent. Donc ils n'ont même pas le poids sur leur trou. Non, c'est pas ça le scénario. L'église du Puy n'est pas innocente et l'histoire des péages et des chemins a des aspects vertueux. Notre confrère Sébastien avait un étudiant, et je crois que l'étudiant a un peu disparu, qui avait commencé une thèse sur les pratiques guerrières de l'évêque du Puy. Et des chanoines. Alors, je crois que oui, c'était sur l'évêque, mais je pense qu'il y avait le chapitre avec. Et on attendait beaucoup de cette thèse, et puis, je ne sais pas. Il a été question à un moment que cet étudiant soit notre boursier, il y a 3 ou 4 ans. Voilà. Et je ne sais pas ce que c'est devenu. C'est peut-être pas perdu, il faut encourager les étudiants qui ont des tas de difficultés à maintenir leur projet. Gendarme, alors je ne suis pas sûr. Ça n'empêche peut-être pas. Non, faut pas. Jean-Louis. Non, ça va. Je vais essayer de parler fort. J'ai trois petites questions sur. Alors là, je ne sais pas si. Voilà, il faut s'avancer parce que le câble ne doit pas être assez long. Première question. L'assassinat de l'évêque Robert de Mende sous les murs de l'abbaye d'Oux, il semble d'ailleurs au passage que ce soit un lieu où on assassine pas mal, oui. Plus tard au XVIIe aussi, mais vous n'avez pas prononcé le mot de Mollors, j'ai cru comprendre qu'ils étaient peut-être dans le coup, donc là si vous pouvez nous dire un mot. Les Caires sont dans le coup jusqu'au cou. Il est dans le coup, donc c'est bien un Mollors. Mais non, c'est pas un Mollors, c'est les vassaux des Mollors. Est-ce que les Mollors sont dans le coup? C'est à voir. Ce qui est certain, c'est que les Mollors ont dû naître entourés des soins de l'Église. Mais 2 générations après, la séparation s'était faite. Ils n'étaient plus fidèles à l'Église autant. Ils étaient capables d'avoir un conflit avec l'Église sérieux pour les péages. Ils étaient bien capables d'encourager leurs vassaux à faire des crimes contre l'évêque. Oui, mais là, quel est l'enjeu du conflit sur l'assassinat de l'évêque? En principe, l'évêque réclame les dîmes aliénées par l'Église et récupérées par les laïcs, ce qui est bidon. Les laïcs fondent une église, ils leur donnent des biens, il y a des dîmes, et l'Église prétend en être propriétaire. C'est pas fatal. Hein, c'est conflictuel. Les arguments de l'Église ne sont pas toujours à prendre au pied de la lettre. Puis Robert Murat, il a une tâche morganatique, il est français. C'est un évêque imposé par le pouvoir royal. Donc,
En Velay, on est encore très languedocien, très... Sauf à Doubs, on est français. Eh oui, mais c'est pour ça Donc il que n'y a peut-être pas de hasard si c'est près de Si- Doubs qu'il a été assassiné. si ça s'est Alors, passé. j'ai une autre question sur votre deuxième partie. Les péages. Est-ce que vous pourriez nous montrer la relation avec le terme octroi, qu'on emploie souvent? Et deuxième question, vous nous avez beaucoup parlé des péages sur les routes de pèlerinage, mais il y a ce que les militaires appellent une coupure, c'est-à-dire un fleuve ou une rivière, qui sont des lieux tout à fait propices pour instituer des péages, parce que un chemin encore, on peut essayer en faisant beaucoup de détours, mais franchir une rivière, les gués ou les passages sont beaucoup plus loin. Et là, je pense à deux endroits particuliers au sud du Puy, qui me semble-t-il ont été des enjeux importants en termes de franchissement. C'est à Coubon, à côté de Boyac, où il semble qu'il y ait eu un octroi, et également à Brive-Charensac, avec un épisode que cite Truchard du Moulin, où là, c'est un conflit, alors pas directement l'évêque, pas directement Polignac, c'est un conflit entre les Saint-Romains, qui sont possessionnés dans le coin, et sur un château que vous connaissez, et la léproserie de Brive, qui elle-même, à mon avis, doit être dans la mouvance des Polignac. Alors manifestement là, Truchard nous explique qu'il y a une grosse, à un moment donné, le seigneur de Bouzols, puisqu'il s'agit de lui, descend, alors que l'évêque a interdit qu'il soit armé, et il met dehors les gens de la léproserie. Voilà, je ne vais pas plus loin. Merci. Est-ce que je peux dire un mot? Bien sûr. Oui, on essaiera de vous dire le tout. Pour revenir au Mont-Laur, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'une Mont-Laur épouse un Polignac et que ce Polignac prenne le nom de Mont-Laur, tout simplement? Parce que les Mont-Laur, c'est une famille importante, comme vous l'avez dit. Est-ce que c'est de répondre dans l'ordre? Je vais répondre dans l'ordre inverse. Un Polignac qui épouse une Mont-Laur? Oui, on a très envie. Sauf qu'on n'a pas de Mont-Laur sous la main et qu'on n'est pas sûr qu'il y ait une fille qui porte ce nom exactement à cette époque-là. Ça se joue peut-être à quelques années. Qu'on ne sait pas si ces Mont-Laur avaient des biens qui sont passés ensuite au Mont-Laur. On sait qu'ils ont épousé une famille, qu'ils ont récupéré les biens d'une famille d'Ussel, qui est en face d'Aubenas, mais on ne sait pas si ça comprend Aubenas, par exemple. Donc, il y a eu certainement des mariages au tout début que nous ne connaissons pas, qui ont été décisifs, mais c'est dur de proposer une restitution. Mais votre intuition, certainement, est la bonne. Il s'est passé quelque chose comme ça. Les domaines Polignac ne s'étendaient peut-être pas jusqu'à Aubenas. Encore qu'on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas jusqu'où descendaient les Polignac comme vicomte de Velay à une époque où l'évêque du Puy étend sa domination aux dépens du Vivarais à l'est et au sud, très loin. C'est un autre problème historique qui est celui des limites du Velay et du Vivarais féodal. Non, mais ce Polignac qui épouserait une Mont-Laur lui apporte tout le sud du Velay, par exemple. Bien Polignac. Le problème, ça se pose pour les biens du Vivarais. Pour les biens du Velay, oui, c'est certainement la moitié du patrimoine Polignac qui devait s'étendre aux limites du diocèse, mais peut-être davantage. Donc, il y a la problématique d'un mariage Ussel, parce qu'ils ont récupéré ces biens, ça pourrait être par mariage. Il y a la problématique d'un mariage avec les Melgueil ou des proches des Melgueil qui seraient les Mont-Laur. Mais le dossier ne permet pas d'avancer beaucoup plus. Bon, je reviens sur les péages. Mon exposé n'est pas du tout complet sur les péages en Velay, dans tous les siècles et sur tous les sites. Pour les sites, c'est très difficile au départ d'en accrocher parce que le XIIe siècle, les dossiers de l'évêque défendus dans le roi de France ne mentionnent pas les sites. Il dit que c'est à beaucoup d'endroits. On a l'impression quand on lit ça que c'est aux environs du Puy, mais rien de plus. Donc à quel endroit étaient perçus les péages? Vous parlez d'octroi. Le terme n'existe pas dans les dossiers. Bon, mais ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a des péages et des guidages et des conduits. Guidage et conduit, semble-t-il, c'est la même chose. C'est le fait d'escorter. C'est-à-dire qu'en somme, il y a les voyageurs, quelle que soit leur nature, se regroupent en troupes et ces troupes se font garder devant-derrière par des soldats du pouvoir public. Ce pouvoir public qui peut être celui de l'évêque. Il y a un autre élément dont je ne vous ai pas parlé, c'est le roi et l'évêque et la zone que le roi tend à reconnaître à l'évêque.
les prétentions de l'évêque, qui pour le coup sont plus, d'un point de vue pèlerin, et qui sont intéressantes pour l'histoire du sanctuaire. Bon. Donc les conduits, c'est le fait de conduire sur les routes. Ensuite, c'est l'époque où de plus en plus on voit apparaître des ponts. Les ponts que nous connaissons ne sont pas aussi vieux. Il n'y a pas un pont qui puisse remonter au XIIe siècle. Mais on a quand même des textes qui parlent de ponts, donc ça doit quand même être le début, ils ont simplement été remplacés. Physiquement, on ne les perçoit pas, mais on sent qu'il y a des ponts. Et à différents endroits. Brive, oui, on sait qu'il y a des ponts, on ne les connaît pas à cette époque-là, et on sait bien, dans certains cas, sur quelle sorte de marchandises ça portait. Et on connaît l'inscription des Polignacs. Pense à payer ici le patard. Voilà. Donc oui, Brive, c'est tenu par les Polignacs, il y a un péage. Il y a un autre péage vers Vourzac, qui est tenu par les Polignacs à date récente, au XVe siècle. C'est un péage nouveau, les gens du Puy protestent. Il y a des relations directes et mauvaises entre les citoyens du Puy, en court-circuitant l'évêque, et le vicomte, partout et tout. Bon. Le premier lieu de péage dont on a clairement mention, c'est Charbonnier. C'est pas tout à fait un col. Bon. Dans les accords en 1180 et 82 entre le vicomte de Polignac et une autre église qui est celle de Brioude, il y a aussi une question de péage. On ne s'occupe pas des pèlerins. Les pèlerins peuvent bien être rançonnés, tout le monde s'en moque à Brioude, à l'époque. En revanche, le chapitre de Brioude et les Brivadois sont exemptés du péage. Donc on fait la paix, tout va bien, le vicomte se roule dans les cendres, et tout le monde est content. Pour le dire en passant, le masochisme pèlerin, ça a concerné presque toutes les grandes figures politiques du Moyen-Âge, à cette époque-là. Manifestement, c'était bien vécu dans leur esprit chrétien et dans l'esprit chrétien de la foule qui se mettent en posture de pénitents. Ça ne les sapait pas, ça les magnifiait. Et se dire le pèlerin, le pénitent tel ou tel saint de tel ou tel sanctuaire est un titre supplémentaire. À la limite, on peut imaginer qu'à la limite, certains seigneurs recherchent cette posture qui était trop avantageuse, qui leur permettait de redevenir des gens sympathiques et de revenir du bon côté, sans inconvénients pratiques. Et alors, le fait qu'ils ne respectaient pas, ça peut être un lien avec la politique de péché. Le péché montre sa faiblesse et autorise à ne pas être ferme. Enfin, c'est peut-être un peu cynique, mais manifestement c'est intégré au vocabulaire politique d'une manière que nous ne comprenons absolument plus, mais qui n'est pas forcément une ombre sur leur blason. Il faut dire ça comme ça. À quoi je n'ai pas répondu? Le mot octroi, il vient quand? Ça existe au XVIe siècle, ça c'est sûr. C'est pas davantage rattaché C'est plus ancien. péage sur marchandises, plutôt. L'opération qui porte sur les péages de marchandises, à l'époque, c'est la Leyde. Et c'est non pas perçu à l'entrée des villes, mais plutôt sur la place du marché. C'est en liaison avec les marchés et les foires. Il y aurait beaucoup à dire sur les marchés et les foires, et sur la manière dont l'Église s'en mêle. Hein, c'est quand même tout à fait important, et ce qui est très ancien. Bon. Je me suis tenté de penser que l'octroi, c'est en lien avec les impôts royaux de la guerre de 100 ans, liés à la reconstruction des murailles, souvent portés sur le vin qui entre en ville, le droit du vin, ou sur les bestiaux qui entrent en ville, le droit des pierrons, etc. Et donc, c'est perçu à l'entrée des nouvelles murailles qu'on bâtit autour de la ville, à de nouveaux emplacements parce qu'on a élargi les circuits, et donc c'est là que ce vocabulaire se met en place, j'ai l'impression, un peu partout. Donc c'est un peu une autre sorte d'impôt, une autre sorte de péage lié aux circonstances du XIVe siècle. J'ai l'impression. Bon, vous voyez que c'est un riche sujet, je vous ai dit que je n'étais pas mûr, donc je n'ai pas fait le tour de la question, c'est bien sûr, il y a des tas d'aspects, il y a des tas de textes qui me manquent certainement, dont certains doivent être décisifs. Ce qui me semble que à ce stade ça apporte, c'est que ça montre comment ces pouvoirs dirigeants du XIIe, début XIIIe siècle, d'église et laïque, d'abord sont liés à tous les grands problèmes du temps, sont liés par famille à tous les grands personnages de l'histoire du temps, et que ça influe directement sur l'affaire du Velay, qui n'est rien moins qu'isolé. C'est au contraire une sorte de liaison dans laquelle le Puy et le Velay est tout à fait intégré dans des problèmes qui se posent ailleurs, qui sont résolus ailleurs, de manière souvent assez analogue,
et que donc il faut réécrire l'histoire du Velay pour ce siècle dans cette perspective riche. Et pas réduire ça au catalogue des actes. Sylvain. Et l'intervention du pape, sans le micro, mais c'est 1180, ou est-ce que ça s'incruste dans ce problème-là? Totalement. Le moment où Totalement au niveau le plus haut. c'est très vague en plus ce que dit le pape. L'évêque du Puy contrôle, enfin protège tel périmètre, mais c'est super vague, quoi. C'est pas super vague, c'est étrangement précis, parce que ça fait une espèce de croix de route autour du puits. C'est Montbrison, Saint-Alban, Très Gévaudan. loin au sud, il me semble. Oui, oui. Bah, dans tous les cas, ça dépasse le diocèse. Ce qui est impossible à croire de la part du pape. Donc, manifestement, il a signé les yeux fermés un argumentaire du Velay, parce qu'enfin, logiquement, on a une protestation de l'évêque de Mende qui expliquera que Saint-Alban, c'est quand même dans son diocèse, et que probablement les routes, il a des prétentions dessus, et ainsi de suite. Ah, Gévaudan. Mais c'est un moment où l'évêque, et j'ajouterai le roi, parce que le roi donne à peu près la même chose au même moment, hein, l'évêque et le roi s'entendent, le roi et le pape s'entendent, le roi et le pape poussent l'évêque contre les pouvoirs laïcs en général, dans toute la zone, de manière systématique, et notamment sur le grand itinéraire France-Rome, qui est justement la voie des Français, la voie régordane. Donc là, il y a quand même une constante politique pendant tout le siècle, avec des points forts, pour favoriser l'évêque contre les autres, contre les vicomtes. Il y a deux grands seigneurs du sud du Puy qui étaient peut-être des vassaux, vous n'avez pas cité, mais qui sont peut-être par méconnaissance de ma part arrivés beaucoup plus tard. C'est d'une part les Ventadour et d'autre part les Dapchier. Et alors les Dapchier, c'est intéressant à mon avis, c'est par rapport au passage de l'Allier, qui de tout temps est quand même sur une voie majeure de communication, et sur lequel Poulanier en parle, mais beaucoup plus tard, 3 siècles après, il traverse l'Allier, je crois du côté de Monistrol, en barque, ou à pied, peut-être pas à pied sec, mais en bac. Et je me dis que forcément, ce lieu de passage devait être fait l'objet de rétribution, forcément. Alors, est-ce que c'était par les Dapchier? Est-ce que c'était par des vassaux des Monts-Laure? C'est l'interrogation, mais... On n'a pas de texte sur les prélèvements d'argent sur ces itinéraires au XIIe, début XIIIe. Bon, dans le cas des Dapchier, ils sont hors jeu tout à fait sur l'Allier. Ils sont tout à fait présents à Saint-Alban, c'est une seigneurie à eux, donc ils sont forcément impliqués. Mais par ailleurs, le grand point de passage qu'ils contrôlent, c'est Saint-Privat d'Allier. Et Saint-Privat d'Allier fait partie, qui est en Auvergne, mais vraiment à la limite, fait partie de la dotation des Monts-Laure, dès l'origine. Donc en fait, les Monts-Laure tiennent l'itinéraire du Puy au Gévaudan. Et donc, probablement, le principal itinéraire, on va dire avec des grands guillemets, du chemin de Saint-Jacques. Ça, c'est les Monts-Laure qui le tiennent. C'est clair. Tout se passe comme si Polignac a été évincé au profit du cadet Polignac qui devient un Mont-Laure. Et on lui donne les itinéraires les plus marquants, ceux qui feront problème au siècle d'après. Bon. Les Ventadour, bon, à cette époque-là, c'est pas les Ventadour, c'est peut-être déjà les Roches-en-Régnier, mais avec des domaines très imbriqués avec ceux des Monts-Laure. Comme le tour à Catherine. Oui, mais il faut évidemment transposer au siècle précédent. Alors, comment ça marche entre les sires de Jaujac et de Mayras et les Monts-Laure? C'est une question vivaroise, probablement difficile à trancher, mais les Monts-Laure sont là. Alors que les Roches-en-Régnier, où sont-ils vraiment sur l'itinéraire? Qu'est-ce qui fait qu'ils y participent vraiment? C'est Pradel. La grande seigneurie des ancêtres des Lévis-Ventadour, c'est Pradel, qui tient toutes les routes. À Langogne. Bah non, Langogne c'est en Gévaudan, c'est sur la route si on veut, mais c'est pas sur la régordane. C'est une seigneurie ecclésiastique. Et c'est une seigneurie ecclésiastique, mais il y a un problème avec les vicomtes de Gévaudan à l'époque. Je suis pas sûr que c'est si. Il n'y a que le prieuré. Mais le vrai seigneur laïque, c'est le vicomte de Gévaudan. Et donc, bon, tout ça se lien, bien sûr, on n'en sortirait pas, le vertige vous menace. Mais donc oui,
les lieux sont importants, c'est évident qu'il y a des enjeux, ça s'intègre dans mon propos assez facilement. D'accord. Merci. Moi, je dirais un mot sur, c'est pas lié parce que c'est probablement la période un peu postérieure. Il y a dans la thèse de Franck Bréchon, Oui, attends, hommage à Franck Besson, Voilà. hommage à Péril Lafont, dans la thèse hommage à quelques autres. hommage à tous nos amis du Vivarais, de Gévaudan et d'ailleurs. Il y a dans la thèse de Franck Bréchon un chapitre absolument extraordinaire, c'est celui des droits de pulvérage. Ce ne sont pas des péages, ce sont des droits. Alors, le mec C'est grand plus mérite. tardif quand même. Pardon? C'est plus tardif que la période. Ça commence au Par 13e et c'est complètement consolidé au 14e. Ces droits de pulvérage, moi, quand j'ai connu Franck et qu'il m'a expliqué ça, je suis tombé des nues. Ça a permis, alors ce sont des droits qui sont constitués par des communautés villageoises pour que les troupeaux, et généralement les troupeaux des grandes abbayes, les Chambon, Bonnefoy, Mazan, Saint-Chafre, etc., lorsqu'ils font ce que Franck va appeler la transhumance inverse, c'est-à-dire qu'ils étaient chez nous l'été et en Provence l'hiver, descendaient en Provence, dans la Crau, comme par hasard. Et les droits de pulvérage, c'est pour indemniser les communautés villageoises qui étaient couvertes de poussière, d'où le latin, d'où le mot pulvérage. Alors, l'intérêt de ces textes, et on a des textes alors dans toute la France et en Provence, je pense au carnet de Noël de Barrois, qui nous donne l'équivalence en troupeaux. Mais on apprend comme ça que Mazan ou Saint-Chafre, ils avaient 15 000 moutons. Quand ça bougeait, c'était un troupeau. C'est totalement inimaginable à notre époque. En plein Moyen-Âge, 10, 15 000 moutons, voilà. Et c'est pas des péages, c'est pas de l'octroi, mais c'est quand même un droit de passage pour indemniser d'une nuisance. Mais la contrepartie, pour la transhumance classique, c'est classique en Gévaudan, les communautés villageoises retiennent les troupeaux pour la nuit afin de fumer leurs terrains, qui sont d'une pauvreté terrible. Donc en fait, c'est en même temps une bénédiction. La crotte bienheureuse qui sauve les gens de la famille. Ils sont payés en nature. Mais ça, il y a des tas d'aspects économiques. Là, pour le coup, on renvoie à Franck Besson. Et c'est pas dans l'argumentaire des évêques du Puy dans le roi de France. Alors, on est quand même. Nous aurons C'est une langue de bois. Nous aurons en 2024 à cette tribune Franck Bréchon. Voilà, qui viendra nous parler des moyens de communication entre le Vivarais et le Velay. Ça sera un peu éloigné de la conférence de Martin parce qu'il y avait des tas de moments où les deux conférences étaient susceptibles de se chevaucher. Mais il n'y a pas d'antagonisme, et voilà. Non. Puis on est très dépendant des travaux du Vivarais. Qui sont quand même autrement pionniers que les nôtres, et avec une documentation plus excitante. Oui. Je crois que nous devions vous demander une anecdote sur des histoires de partage en fin d'intervention. Oui. Ah oui, qu'est-ce que c'était? Je vous ai dit ça à quel moment? Au tout au début. Imagine des gens en famille qui ne partageaient jamais de manière active. Je ne le dirai pas parce que ça ne me revient pas. Si ça me revient, dans les temps qu'ils font. Vous avez évoqué les frères Reich, c'est peut-être ce que vous dire. Oui, mais il y avait un point précis, rigolo, que j'ai oublié. Oh, ça, on n'en parle même pas. Comment dire, si vous voulez des destins féminins pour son tragique, prenez les dernières héritières, il y en a eu 3 à la suite, du comté de Melgueil. Dont la pauvre Douce de Provence, bien nommée, il ne faut pas s'appeler Douce quand c'est l'époque-là, il vaut mieux s'appeler Alcinoïs. Douce de Provence, bon, sa vie a été évidemment un doux martyr, qui heureusement n'a pas duré très longtemps. Non, il y a de fortes femmes et puis il y a des vraies victimes. Bon, ça dure passant. Une question qui a trait à la société académique quand même. En 1625, Gaspard Chabron écrit l'histoire manuscrite de la maison de Polignac, dont la société académique a une copie dans sa bibliothèque. Est-ce qu'il y a des éléments sur les Monts-Laure et les racines du problème Polignac-Montlore? Non, rien de décisif. Il part très rapidement sur ce sur quoi il n'a pas de documents. Mais il nous raconte quelque chose de très intéressant sur la période. Bon, au début du XIIIe siècle, les Polignacs sont humiliés. Ils sont sous la main de l'évêque. Ils rendent hommage à l'évêque dans des circonstances qui ont été expliquées pour la première fois, c'est bon, c'est pas bon, mais probablement c'est assez bon, par Perel.
Jean Perel, qui a fait un travail sur les quelques années décisives du début du XIIIe siècle où les vicomtes de Polignac se sont résolus à rendre un hommage à l'évêque, et ensuite ça leur a pendu beaucoup pendant des générations, et ils ont été forcés de continuer. Alors que les évêques n'étaient plus de leur bord, et lorsqu'ils avaient fait leur enthousiasme, ils le faisaient ensuite par pénitence. Comment les Polignac sont sortis de ce terrible passage où ils ont été forcés d'épouser une traînelle française pour ne pas être piétinés? Eh bien, ils ont eu une politique astucieuse de mariage qui les a rendus maîtres du randonnat en particulier. Le randonnat, c'est en Gévaudan et un peu en Uzège. Ça n'appartenait pas aux évêques du Puy. Ils pouvaient, quand ils voulaient, opposer leurs deux évêques patrons et se tirer d'affaire. Ça leur rouvrait une porte. Ça, et bien qu'ils tenaient des comtes d'Auvergne, leurs parents, en Auvergne et en Rivadois. Et alors, dans tout ça, C'est Châteauneuf-de-Randon, c'est ça? c'est Châteauneuf-de-Randon, c'est Génoyac, C'est dans ce et c'est une partie de la gare de Guérin. D'accord. Génoyac, ça comprend Porte à l'époque. D'accord. Ils ont eu ça pendant des générations, et c'était vraiment leur ballon d'oxygène. La Récorda n'était pas ce que c'était plus une mine d'or, mais quand même, c'était en dehors du Velay. Et ils ont très vite fait ce qu'ils pouvaient pour être positionnés en dehors du Velay. Je pense que la vraie raison de leur mariage avec des Savoyardes, à la fin du voyage et tout, c'était pour échapper à l'évêque du Velay et même au royaume de France. C'est des gens qui étaient experts dans l'art d'échapper au bâton, qui dans le cas présent est une crosse. Il y a à la fin du On est 15e étonné deux de- mariages avec les marquis de Salus. Bien sûr, on est piémontais, ça leur a pas réussi. Bon, ils ont essayé, pour échapper à une prison qui était pour eux le Velay. On est étonné de la distanciation qui existe entre le siège de la seigneurie et les mandements qui sont parfois très excentrés, parfois à des centaines de kilomètres. Des centaines de kilomètres, non, c'est pas le Des même centaines, mandement. mais Mais les partages familiaux et les mariages font ça. On se marie assez loin souvent, ça permet d'avoir une ouverture. Bon. Et alors, ça nous donne aussi autre chose sur la féodalité en Velay. Je vais conclure là-dessus, il ne faut pas que je multiplie les conclusions. En gros, c'est un monde féodal. On a des seigneurs, on leur fait hommage, etc. Ça fonctionne assez bien entre les barons et les inférieurs, les chevaliers et tout. Je dis assez bien parce que manifestement, les Polignac ont des problèmes pour sortir et remettre au roi de France, par exemple, les cautions et les otages, le terme d'otage est employé, c'est l'US ça veut dire, qu'on leur réclame quand ils sont battus. Bon, ceci dit, ils font probablement pas de zèle, et les otages potentiels non plus. Bon, mais en gros, ils ont le droit de disposer de la personne de leurs vassaux et de les envoyer en prison pendant plusieurs mois à Provins ou à Orléans. C'est quand même un système rude. En revanche, au niveau supérieur, celui des Polignac, des Montlaur, pas de relation féodale qu'on connaisse entre les deux. À l'époque classique, on donne en apanage un cadet, on lui commande de faire hommage à l'aîné. C'est le moindre. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont peut-être pas pensé. On ne leur connaît pas de vassalité envers les comtes d'Auvergne. Or, les comtes d'Auvergne, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le dire à un moment. Les comtes d'Auvergne, à l'époque, jusque dans les années 1170, on ne sait pas jusqu'à quand, s'intitulent comte du Puy ou comte de Velay. Donc il y a encore une présence comtale en Velay, à l'époque où l'évêque n'a pas de prétention au titre. Et la grande action de l'évêque Humbert d'Albon, c'est d'avoir récupéré une partie des droits comtaux sur le Velay. Il est allé les trouver par des centaines de kilomètres, là où étaient les possesseurs actuels. Vous connaissez l'histoire. Qui a vendu à l'évêque du Puy une partie des droits comtaux? Le roi. Non. Le roi n'a jamais rien donné ou vendu aux évêques depuis 1924, le roi Raoul. Bon. Le droit de monnaie. Le comte de Tripoli. Tripoli au Liban. Un voisin. Comment avait-il ça? C'est pas étonnant, c'est le fils du comte de Toulouse. Donc il a donné tout parti des droits des comtes de Toulouse sur le Velay, à une époque où les comtes de Toulouse n'arrivaient plus, enfin ils étaient bloqués par les Belges, je pourrais dire. Donc vous voyez à quel point la situation est complexe. Bon, ça pourrait être établi par un système d'hommage un peu carré. En Normandie, on aurait eu ça. Donc un tel se met à genoux et embrasse les mains d'un tel, et puis hop, tout ça, on sait qui obéit à qui. Manifestement, ça ne marche pas très très bien. Et il y a un texte, je crois, de 1258, où le vicomte de Polignac explique
comment ça se passe avec ses voisins les comtes d'Auvergne? Et nous sommes liés par la parenté et par l'amitié. Et le terme qui revient pour définir les relations entre les très grands personnages en Valais, c'est le terme d'amitié, dont je suppose qu'il veut dire largement qu'on a une relation de famille proche. Ce n'est pas des amitiés électives, c'est des amitiés héritées. C'est un cousinage, mais en gros, qui se place quand même sur un rapport d'égalité, les participants. Et ça doit exister ailleurs en France, mais je ne suis pas tombé dessus. Donc c'est peut-être un peu original, peut-être à la féodalité méridionale, ou peut-être à celle du Massif central, quelque chose comme ça. Les cousinages, on les trouve très facilement, tout le monde les cousins de tout le monde, c'est un peu oppressant au bout d'un temps, tellement il y en a, même si on ne connaît pas la moitié des alliances et des femmes. Mais le mode de relation que ça induit, ce n'est pas un rapport de dépendance, c'est un rapport d'égalité bienveillante et solidaire, assez importante pour donner quelques armes contre l'Église. Stop. Alors, à l'époque où les Polignac s'en sortent en mariage avec une famille française, dont j'ai évidemment oublié le nom, voilà, les Chapteuil ne résistent pas. Et marier le mariage avec une Vertaison, Ponce de Chapteuil et la seigneurie vont disparaître au bénéfice de l'évêque. Voilà. Mais c'est une sacrée histoire qu'a raconté notre ami Delphine Roche. Qui ça? L'histoire des Chapteuil. Florence. Florence. Florence Roche. Oui. On a le mémoire de Florence à la bibliothèque. Et on a parlé beaucoup d'Arré-Gordonne. J'ai appris lundi par son fils le décès de Marcel Giraud, que beaucoup d'entre nous ont pu connaître, qui est le rénovateur du chemin de Régordane. L'inventeur de la notion. L'inventeur. Voilà. L'inventeur moderne. Vous savez ce que c'était? L'inventeur moderne. C'est plus important que la rénovation du chemin de Saint-Gall. Enfin, c'est pareil. Plus historique. Bref. Encore une fois, il n'y a pas rien pour le chemin de Saint-Gall. Mais peu. Il ne faut pas aller trop loin. Voilà. La prochaine fois. Voilà, écoutez, je vous remercie d'être venus nombreux. S'il y a des confrères qui sont intéressés, soit pour participer au Salon du Livre, soit pour venir retirer leur bulletin, payer leur cotisation, nous sommes à leur disposition. Oui, au secours. Non.